Bonsoir et bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et ce vendredi, nous sommes avec Laure Simoes. Bonsoir Laure, directrice éditoriale pour Cartooning for Peace. Alain Frachon, bonsoir Alain. Bonsoir. Et éditorialiste pour Le Monde, François Clémenceau, bonsoir, rédacteur en chef au service international du journal du dimanche et auteur de Hillary Clinton de A à Z. Et c'est aux éditions du Rocher. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Bonsoir. Directeur et fondateur du site Atlantico. C'est le choc, c'est le deuil au Royaume-Uni. Une députée travailliste a été assassinée hier dans sa circonscription de Birstall, dans le nord de l'Angleterre. Jo Cox, 41 ans, qui militait pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Un assassinat qui est intervenu à une semaine, jour pour jour, du référendum sur le Brexit. Et ce soir, on apprend que la police étudie la piste d'extrême droite et que cette femme était clairement visée par cet homme qui serait un partisan d'un groupe néo-nazi et qui aurait également des antécédents de maladies mentales. Je vous propose ensuite d'écouter le Premier ministre britannique David Cameron. Il s'est rendu dans la circonscription de Jo Cox aux côtés du leader du Parti travailliste, Jeremy Corbyn. Là où nous voyons de la haine, là où nous voyons des divisions, là où nous voyons de l'intolérance, nous devrions les chasser de notre vie politique, de notre vie publique, de nos communautés. Si nous voulons vraiment honorer la mémoire de Jo, alors nous devons reconnaître que ces valeurs, service, communauté, tolérance, ces valeurs avec lesquelles elle vivait et travaillait, doivent être d'autant plus défendues dans notre pays, dans les jours et années à venir. Alain Frachon, c'est sans doute un meurtre politique. Est-ce qu'il est symptomatique de la virulence de cette campagne ? C'est difficile de dire ça, je ne crois pas. Même si la campagne a polarisé extrêmement l'opinion britannique, beaucoup plus qu'on ne le pensait, même si elle est montée à des seuils de propos extrêmes, absolument absurdes. On a vu David Cameron laisser entendre que s'il y avait le Brexit, si les Britanniques sortaient de l'Union européenne, il y aurait un risque de troisième guerre mondiale. C'est absurde, naturellement. On a vu le leader de la campagne du Brexit, l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, dire que le projet européen n'était autre chose qu'au fond que le rêve du parti nazi, unifier l'Europe par une sorte de super-État antidémocratique. C'est évidemment au-delà de l'absurdité. Mais je ne crois pas, malgré tout, qu'on puisse attribuer... C'est toujours compliqué de dire attribuer comme ça à du déclaratoire, à une bataille rhétorique aussi féroce soit-elle, une influence sur un esprit plus ou moins dérangé ou maladif. Ça me paraît difficile de dire ça. De faire ce lien, en tout cas. Et qui oserait le faire ? Ce qui me frappe, c'est que jusqu'à présent, personne ne le fait en Grande-Bretagne. Peut-être beaucoup de gens le pensent-ils, mais personne dans les médias et dans la classe politique ne le dit. Et en effet, tout à l'heure, on était avec Denis McCain, qui est l'ancien ministre britannique des Affaires européennes. Il se refusait également à faire ce lien. Vous êtes d'accord, François Clémenceau, avec Alain Frachon ? C'est compliqué quand même de faire ce lien, où vous dites qu'il y a malgré tout un climat de haine, de montée aussi du populisme au Royaume-Uni qui pourrait justement attiser les haines. C'est difficile de dissocier cet assassinat du climat de la campagne. Ça intervient dans cette campagne et ça visait une députée qui était ardemment pro-européenne. Mais c'est vrai, c'est un déséquilibré et il a des relations avec un parti raciste et d'extrême droite. Donc, mais ce qui est vrai, c'est que ce climat délétère, il existe au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Moi, j'étais très surpris, j'étais en Angleterre hier. J'étais là pour faire une interview d'Alistair Campbell, l'ancien conseiller de Blair, et je l'avais vu la veille au soir dans un débat télévisé sur la BBC, où les arguments étaient d'une virulence, mais je ne dirais pas de haine, mais juste d'une virulence, d'un extrémisme absolument incroyable, où les gens applaudissaient, huaient, se coupaient la parole, s'invectivaient, et comme s'il y avait au-delà des arguments pour et contre, un combat identitaire entre les Anglais, les vrais Anglais, qui veulent garder leur souveraineté, reprendre le contrôle de leurs frontières pour défendre une culture qui serait différente de la culture européenne. Et c'est vrai, tout ça est absurde, mais ça existe. Et cette réalité-là, oui, je suis pas sûr qu'elle est... On ne l'apercevait pas d'ailleurs de l'extérieur au Royaume-Uni. On a toujours cette image... Parce qu'il y a toujours ce côté un peu fer de l'anglais qui ne se jette pas des invectives. Parce qu'elle est récente, parce que ça a 10 jours ou 15 jours. Jusqu'à 10 ou 15 jours, les sondages montraient que cette question du Brexit ou du non-Brexit arrivait en numéro 6, 7, 8 des préoccupations des Britanniques.
Et c'est depuis 15 jours ou 3 semaines, en revanche, que le débat a pris cette tournure et cette virulence très particulière. C'est quand même incroyable de voir qu'il a fallu attendre aujourd'hui pour que le Premier ministre David Cameron et le leader du Parti travailliste se retrouvent ensemble, alors que ça fait des semaines que cette campagne dure et qu'on n'a jamais vu ces gens qui sont d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le maintien dans l'Europe. Ils ont fait une campagne quasiment séparée. Et c'est ce qui leur a probablement aussi porté beaucoup de dommages, en fait. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Sébastien Ferjou? C'est qu'on découvre finalement une nouvelle image du Royaume-Uni, un pays qui est très clivé, qui est très fracturé, finalement aussi avec ses problèmes identitaires, aussi avec son populisme, comme on peut le voir ici en France. Je ne suis pas très surpris, parce que quand on suit l'actualité britannique, on s'en rend compte. Après, effectivement, la campagne a été probablement plus violente que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques semaines. Je suis pas certain pour le coup que le fait que M. Cameron et M. Corbyn n'aient pas fait campagne ensemble soit si négatif que ça pour eux, parce que moi je me souviens de la couverture de Paris Match avec Nicolas Sarkozy et François Hollande en 2005, qui ne leur avait pas beaucoup réussi à la campagne du oui. Et c'est pas juste anecdotique, c'est simplement on voit qu'on est perdu, qu'on est dans des sociétés qui sont perdues. Donc c'est effectivement difficile de faire un lien direct entre l'assassinat de la députée travailliste et ce climat-là, mais on voit très bien que les grands modèles sur lesquels on a construit notre monde depuis 1945, en quelque sorte, sont tous en train de s'effondrer et que les gens n'y croient plus et que la parole politique n'arrive plus à redonner envie, à donner l'impression que il y a des discours fondateurs qui tiennent encore. Et c'est ça, et la violence, elle naît de ça, parce qu'on est dans une phase de confusion absolue. Il y a des gens qui commencent à théoriser le recours à la violence, on le voit en France aussi, qui commencent à dire si la démocratie représentative, ça ne fonctionne pas, donc il faut imposer sa volonté en passant par le rapport de force. Et le problème, ça a toujours existé. Des fractions révolutionnaires, ça a existé dans les années 70, 80, on s'en souvient, en Europe aussi. Maintenant, il y a les idiots utiles, ceux qui sont dans la complaisance, qui justifient la violence en disant « mais regardez, tel camp est opprimé par l'autre et il ne peut pas s'exprimer ». Et je pense que ce qui s'est passé dans cette campagne-là, c'est un peu ça. Et mes deux confrères le disaient très bien, on a entendu des arguments d'une violence telle qu'ils étaient parfaitement absurdes, totalement absurdes. On veut faire absolument peur aux gens et on se pose absolument pas la question de comment leur donner envie, alors que le rôle des politiques, c'est quand même aussi de construire. On va voir justement cette affiche de Nigel Farage, qui est le chef du parti UKIP, ce parti europhobe, avec ce breaking point, si on peut voir les images, voilà, et qui ont fait un peu scandale, en tout cas qui ont fait frémir une partie de l'opinion britannique. On va la découvrir, voilà, ce breaking point avec cet afflux de réfugiés, comme si, voilà, ces hommes, ces femmes, ces enfants. Et c'est très révélateur, puisque la campagne, c'est beaucoup, finalement, on parle beaucoup du Brexit, pas du Brexit, de l'identité britannique, mais enfin, c'est l'immigration qui s'est jouée. La campagne se joue sur l'immigration. Oui. La presse sur anglaise... la fin. Il a raison, François Clémenceau. Au départ, c'est plutôt les préoccupations économiques. Et ensuite... Les tabloïds, c'était présent depuis très longtemps. Quand vous lisiez le Daily Mail, qui est le premier quotidien populaire britannique, cette question-là, elle était présente quasiment tous les 2 jours. Parce qu'il y a quelque chose dont on se rend moins compte, nous, c'est qu'il y a eu une énorme immigration britannique intra-européenne, et c'est là où ça rejoint le Brexit. Parce que l'immigration, celle de l'affiche de Nigel Farage, elle n'est pas très significative, en tout cas pour la question du Brexit, qu'il soit dans ou en dehors de l'Europe, ça n'empêchera pas des Afghans ou des Syriens éventuellement de venir en Europe. Mais c'est pour les travailleurs d'Europe de l'Est. Exactement, ça, il y a eu plus de 2 millions sur les 10 dernières années, 2 millions de personnes dont il faut bien voir que ce ne sont pas ceux qui arrivent et qui font la plonge dans les restaurants à Londres. Ce sont des gens qui potentiellement sont diplômés, qui potentiellement sont médecins, qui potentiellement sont infirmières, qui potentiellement sont ingénieurs. Ils le sont, pas potentiellement. Ils le sont. Le service de santé, ils ne le sont pas tous. Le service de santé britannique fonctionne pour un certain nombre d'entre eux sont vraiment diplômés et qui entrent en concurrence directe avec les Britanniques. Il y a une vraie pression immobilière, il y a une vraie pression sur le marché du travail. Cette question-là, on la voit assez peu vue de France, mais vue du Royaume-Uni, elle est cruciale. Alain Frachon, je vous voyais un peu... Non, c'est tout aussi intéressant de cette question. Si vous voulez, l'immigration, c'est un thème formidable. Mais c'est plus compliqué, je crois, ce qui se passe en ce moment en Grande-Bretagne. L'immigration, c'est un thème formidable parce que c'est un thème fourre-tout. Derrière l'immigration, vous mettez un truc classique qu'on a partout en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Vous mettez la critique des élites traditionnelles, de l'establishment, de gauche ou de droite. Après tout, ils ont raconté des salades. Ils ont dit en 2003 ou en 2004 que l'intégration de 10 nouveaux pays, après l'effondrement du mur de Berlin, ça se traduirait par une immigration de l'ordre de 10 à 13 000 Européens, nouveaux membres, ressortissants des nouveaux pays. En Grande-Bretagne, il y en a eu 10 fois plus. Donc les gens, ils ont retenu, mais on nous a raconté des salades. L'immigration, ça permet aussi de poser la question,
Pourquoi est-ce que la demande est si faible à cause de la faiblesse des salaires? Pourquoi est-ce qu'il y a une pression sur les salaires? Parce qu'il y a des immigrés, etc., etc. Alors, il n'y a pas de chômage, si vous voulez, il n'y a pas de chômage. Mais les services publics ne fonctionnent pas bien. Ils ont du mal à réduire leur déficit budgétaire, autant que nous. Il est aussi élevé que le nôtre, d'ailleurs, etc. Donc, l'immigration, c'est formidable, parce que c'est un thème fourre-tout, derrière lequel vous pouvez mettre à peu près toutes les pathologies de l'époque, pour un pays comme la Grande-Bretagne. Mais je voulais dire quelque chose d'autre, c'est que la question identitaire est très compliquée. Le vote Brexit est un vote à 100% anglo-anglais. Les Gallois sont contre, les Écossais sont contre. En Irlande du Nord, y compris les protestants, une partie des protestants sont contre. Les catholiques sont contre, puisqu'eux tiennent à cette manière de réunification de l'île qui est faite parce que les deux pays sont membres de l'Union européenne. S'ils ne sont plus, on rétablit la frontière au milieu des deux. Donc, si vous voulez, c'est une question compliquée. On oublie tout le temps, on parle des Anglais ou on parle des Britanniques. Les trois autres peuples qui fondent la Grande-Bretagne sont résolument contre le Brexit. Le Brexit, c'est un phénomène anglo-anglais. Et c'est pour ça d'ailleurs que finalement, même si les sondages montrent une forte remontée des gens en faveur de la sortie, il y a un côté paradoxal si on considère que le point est de maintenir l'identité britannique et de la défendre contre une Europe qui la diluerait sous un monceau de normes technocratiques. Ce serait bizarre de voter pour ça, pour maintenir l'identité britannique, et dans le même mouvement de la détruire, puisque David Cameron n'a pas hésité d'ailleurs à employer cette arme-là, puisqu'il a promis, alors que rien ne l'y oblige juridiquement ou légalement, un nouveau référendum sur l'Écosse. Donc ce serait bizarre de vouloir maintenir l'identité britannique, et puis le lendemain de se retrouver avec un Royaume-Uni qui n'existe plus. Oui, parce qu'il y a un risque d'implosion, parce qu'en effet, les Écossais ont dit, nous, on restera, quoi qu'il arrive, au sein de l'Union européenne. Exactement, et je vous dis, les maintien dans l'Europe n'ont pas hésité à employer cette arme-là. François Clémenceau. Et ce qui est amusant dans le débat, c'est que finalement, le débat anglo-anglais, ou en tout cas le débat à l'intérieur même du Royaume-Uni, ne s'est pratiquement jamais attardé sur les conséquences d'un Brexit sur le reste de l'Europe. Ils ne voyaient les choses qu'en fonction de leur seul et unique intérêt. C'était soit là, et ça a tourné essentiellement autour de la prospérité et de l'immigration, mais très peu finalement sur la puissance britannique, sur l'identité britannique, y compris d'ailleurs l'apport des Britanniques à l'Europe, ne serait-ce que par exemple sur le plan militaire ou sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Ça, non et très peu sur la faisabilité. Mais c'est ça aussi. Ils sont quand même très refermés quand même aussi un peu sur eux-mêmes, là, sur leur île, leur caractère insulaire. On reste entre nous. Ce qui est fou, c'est de voir, si vous voulez. Là, franchement, c'est pas vrai, non? Ça a l'air de vous faire sourire. Mais c'est vrai qu'ils s'en fichent un peu, non? Ça les ennuie un peu de partager, de payer les 17 milliards au budget. Mais nous aussi, on s'en ficherait exactement de la même manière. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont très peu abordé la question de la faisabilité. Oui. Parce que la question théorique de rester ou pas dans l'Europe, derrière, ce qui peut se passer, c'est que les Britanniques, et qui serait d'ailleurs tragique d'un point de vue politique, c'est que effectivement le Brexit l'emporte, mais que derrière, ça ne soit suivi quasiment d'aucun effet, parce que ce serait extrêmement difficile de déconstruire le droit européen qui a été construit depuis 40 ans maintenant. Donc, non seulement, ça serait un peu comme le non en 2005, mais en pire, parce qu'on est avec 10 ans, 15 ans de crise, de délitement politique européen. Et donc, les Anglais voteraient, ou les Britanniques voteraient pour quelque chose, n'obtiendraient pas ce pour quoi ils ont voté, et donc la défiance vis-à-vis des élites pourrait exploser encore plus. Mais comme nous en 2005, finalement, on a voté je veux dire, avec 10 ans de plus européenne. De délitement politique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, pardonnez-moi, c'est peut-être une analyse de comptoir, mais une sorte de petite supériorité aussi britannique. Nous, on est un peu au-dessus de la mêlée. On n'a pas besoin des Européens. Nous, on arrive très bien à se débrouiller seuls. Hein. C'est les deux. C'est un mélange de complexe d'infériorité et de complexe de supériorité. Parce qu'en fait, si on regarde globalement, les Britanniques, depuis 30 ans, ont été quand même extrêmement visibles sur la scène européenne, sur la scène mondiale. Ils ont façonné la scène européenne. Mais absolument. Façonné. Mais bien sûr. Ils ont pris l'Europe d'aujourd'hui. Et regardez aujourd'hui. L'Europe du libre-échange. Oui, bien sûr. L'Europe du libre-échange, le marché unique, sur le sport, la musique, la culture. Enfin, je veux dire, la Grande-Bretagne n'est absolument pas, justement, ça n'était plus une île, c'était une partie intégrante. Et un des leaders. Et l'un de mes interlocuteurs me faisait cette réflexion. Finalement, c'est vrai que les Britanniques se sentent tellement à l'aise partout ailleurs qu'en Europe, en Afrique, au Proche-Orient, en Asie, mais en Europe, comme ils sont sur une sorte de pied d'égalité, parce qu'ils sont un membre parmi les 28 autres, eh bien là, ils ont ce complexe d'infériorité et ils ne l'assument pas. Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, parce que dans le conflit identitaire que l'on voit se crisper à ce point, il y a de ça. C'est-à-dire comment on nous maltraite.
Mais le complexe de supériorité, ces composantes sont un peu différentes, je crois. Nous, on n'a pas perdu la guerre. Oui. Donc, c'est pas l'Europe qui a stabilisé, qui a amené la paix en Grande-Bretagne. On n'a pas perdu la guerre. Nous, on n'a pas eu besoin de l'Europe pour devenir des démocraties, comme les Grecs, les Portugais ou les Espagnols. Nous, on n'a pas eu besoin de l'Europe pour se tourner vers l'étranger non plus. Laure, est-ce qu'il y a eu beaucoup de dessins cette semaine? Mais bien sûr, et puis surtout aujourd'hui, au lendemain de cette tragique assassinat. Et donc du coup, Kroll, notre dessinateur belge, nous a envoyé ce dessin. Vu comme ça, évidemment, on hésite moins. D'un côté l'Europe, et puis d'un côté ce signe nazi. Dans quelle mesure donc cet assassinat tragique ne va quand même pas faire la différence et peser sur les résultats du référendum de la semaine prochaine? C'est une vraie question. Cet autre dessin de Nicolas Vado, il faut dire que Cameron ne doit pas se sentir très à l'aise. Mais quel est le con qui a décidé d'organiser ce foutu référendum, se demande-t-il, complètement abattu entre le leave, le remain, rester ou partir. Là aussi, un autre dessin de Joep Bertrams, dessinateur des Pays-Bas, qui représente Cameron en chute libre. La dernière étape, Final Stage, c'est le titre du dessin, qui, on voit ce Cameron qui s'emberlificote les doigts dans ce parachute européen. Un autre dessin de Cross, dessinateur de Grande-Bretagne, c'est un petit peu un jeu d'équilibriste compliqué. Si on veut, simplement pour terminer, continuer avec la métaphore du cirque, ce magnifique dessin de Bolligan. On se demande comment le monocycle européen va pouvoir continuer à rouler. On se le demandait avec cette sortie éventuelle de la Grande-Bretagne. Allez, on fait une petite pause et la seconde partie de notre semaine dans le monde. À tout de suite.